Lecture d'un texte d'une belle pertinence sur la question noire dans le cinéma américain de la fin des années 60, qui met en évidence une démarche visant à parer les Noirs américains de toutes les vertus, au mépris d'un quelconque réalisme, avec une volonté farouche d'évacuer la question sociale et en sursignifiant la négritude dans les films de fiction, manifester ni plus ni moins un racisme inversé. Texte qui va au fond de son sujet, qu'on pourrait qualifier de radical face à la prudence avec laquelle la question est aujourd'hui traitée, c'est-à-dire par le prisme de ce mot tout droit sorti de la novlangue et qu'on appelle wokisme. Je vous en fais donc la lecture. Les étés chauds des ghettos noirs des métropoles américaines ont donné des sueurs froides à certains, des idées à d'autres. Quand Watts brûle, aux portes d'Hollywood, quelques-uns se disent qu'il faut faire des films sur le problème noir pour informer l'opinion publique, d'autres qu'il faut s'empresser d'exploiter un thème qui va attirer les foules. Tout ce qui est bon pour la General Motors et bon pour les États-Unis a naguère proclamé un cynique. Depuis 50 ans, les financiers et les potentats de la Mecque du cinéma américain estiment que tout ce qui fait de l'argent est bon pour Hollywood, donc pour les États-Unis, voire pour le monde entier. La volonté de s'adresser au plus grand nombre, la possibilité démocratique de le faire se conjugue ainsi avec l'intérêt bien compris des bailleurs de fonds pour expliquer cette vague déferlante de films sur le problème racial, série noire d'un nouveau genre. Le phénomène numéro 1 de cette vague, c'est naturellement l'acteur Sidney Poitier et les nombreux films qu'il a interprétés en vedette. Rendons-lui justice. Voici 15 ans qu'il est sur la brèche, menant avec obstination la bataille de l'intégration cinématographique du bon noir, qu'il incarne avec une dignité souriante et une conscience en éveil. Il s'en est expliqué lui-même. Pendant longtemps, les Noirs ont dû se contenter, au cinéma, des rôles de servantes effarées, de chauffeurs de maître et de danseurs de claquettes. Pour la première fois, un acteur noir est en mesure d'incarner un héros aux yeux du public. Cela m'impose des devoirs. Parmi le choix étroit qui m'est offert, je ne veux accepter que des rôles qui inspirent fierté aux spectateurs noirs, leur donnant envie de se redresser dans leur fauteuil et qui imposent aux spectateurs blancs l'image d'un noir estimable dont l'autorité morale met en question leurs préjugés. Voilà qui est parfaitement clair. Pierre Billard voit dans Sidney Poitier l'ange pur et radieux de la coexistence pacifique et de l'intégration dans la joie. Avec une rigueur logique qu'on ne saurait discuter, l'acteur poursuit. Mes personnages sont stéréotypés. Oui, mais combien et depuis combien de temps? À moi seul, je dois faire oublier, inverser 60 ans de stéréotypes humiliants présentant le noir comme un être inférieur, servile et lâche. Nous ne sommes pas encore quittes. Et puis, surtout, je suis seul. Si nous étions plusieurs vedettes noires, j'accepterais volontiers de jouer les méchants. Tant que je serai le seul à représenter la collectivité noire à l'écran, je ne jouerai jamais rien qui puisse faire honte à un noir ou encourager les préjugés des blancs. Dans la chaleur de la nuit est l'aboutissement parfait et la démonstration lumineuse de cette théorie. Inspecteur au flair infaillible, Virgil Tibbs commence par se tirer d'un sale guêpier, prouve l'innocence de divers suspects et finit par débrouiller une énigme policière fort obscure. Tout au long de son enquête forcée, il aura en face de lui le flic de l'endroit, d'abord hostile, puis coopératif, finalement amical. Histoire banale, peut-être, mais toute la différence vient du fait que l'inspecteur génial est un noir, le flic minable un blanc. Avouez que les temps sont changés, voilà que Superman est noir. Justement, trop c'est trop. Comme disait Haskell Wexler, chef opérateur du film, au cours d'une discussion, c'est un conte de fées. Car enfin la démonstration eût été moins spectaculaire, mais sans doute plus convaincante si Virgil Tibbs, Sidney Poitier, avait été, lui aussi, un simple flic, mais noir, et non pas un champion de l'investigation criminelle, qui fait grand honneur à la race noire mais fausse singulièrement les données du vrai problème racial. Car enfin ce personnage de noir évolué, cultivé, ayant une situation aisée, ne représente nullement la moyenne de la population noire des États-Unis, donc la réalité du problème. Il incarne un idéal qui est celui de l'intégration, mais qui reste mythique pour l'immense majorité des Noirs, tout comme le prince charmant pour l'ensemble du public. En outre, ce mythe me paraît véhiculer un racisme à rebours. Comme le disait encore Pierre Billard,
Poitiers impose à ce monde de sous-hommes son autorité un peu hautaine de super-civilisé. On le sent attentif à ne pas trahir dans son attitude l'insolence innée des races supérieures. Car non contente d'être un Superman, l'inspecteur Poitiers s'offre le luxe facile de triompher d'un policier aveuglé par ses préjugés et son entêtement et de démasquer un criminel névrosé, lamentable épave de la race blanche. Ici encore, la démonstration est trop faussée pour être convaincante. Est-il indispensable, pour prouver que les Noirs sont des hommes comme les autres, de présenter tous les Blancs comme des salauds, des crétins ou des minables? Enfin, dernier degré de la mystification, le mythe hollywoodien traditionnel du noir chanteur de jazz ou rugbyman émérite se présente ici sous la forme d'un détective d'une exceptionnelle intelligence. Le problème noir sera-t-il résolu quand tous les pauvres Noirs du Sud seront devenus policiers de première classe dans le Nord? Est-ce que j'ironise? Pas tellement. Et c'est ici que la logique de Sidney Poitier trébuche, si son honnêteté reste intacte. Car l'intégration qu'il propose à travers les personnages qu'il incarne s'avère être une pure et simple mystification. Plus qu'il ne réconforte les Noirs, ces films aboutissent à rassurer les Blancs, car ces personnages étant exceptionnels, je veux dire fort loin de la moyenne de la population noire, restent du domaine du mythe pour les spectateurs noirs, mais apparaissent comme une réalité tranquillisante aux spectateurs blancs. Combien serait plus inquiétant, plus dangereux, plus révolutionnaire un simple noir, ouvrier, chauffeur de taxi, et pourquoi pas flic, qui ferait preuve de dignité, d'une intelligence, d'un courage, n'ayant rien d'exceptionnel. Cet homme, entre guillemets, comme tant d'autres, différent simplement parce qu'il est noir, on le trouve fort peu dans la production commerciale hollywoodienne consacrée au problème racial. Le seul exemple convaincant, parce que donné par un film réussi mais indépendant, est celui de Nothing But a Man, de Michael Romer, dont j'ai déjà souligné l'importance dans un précédent article. Voilà pourquoi l'honnêteté de Norman Jewison et l'honnête personnage de Sidney Poitier me paraissent si discutables. Le seul moment où le film débouche sur une vérité qui semble aveuglante, mais risque de passer inaperçue, c'est lorsque le policier noir rêve tout haut de faire rouler ce poussat de sa colline en considérant la luxueuse villa du riche planteur, à quoi son collègue blanc, stupéfait, réplique « Mais vous êtes comme nous ». Je passe sur les intentions probables des auteurs à montrer que ce noir parfait a aussi des réactions passionnelles comme n'importe quel petit blanc. Pour moi, ce qui transparaît à cet instant, c'est une réaction de classe qui s'avère commune aux pauvres blancs et au noir qui a réussi mais qui reste un prolétaire, ainsi que le lui fait bien voir le riche planteur qui lui envoie d'une gifle retentissante pour avoir osé soupçonner de crime un représentant de la race des seigneurs. Qu'il soit conscient ou non de la mystification dont il se fait le porte-drapeau, encore une fois, je ne conteste pas l'honnêteté de ses intentions et la bonne foi de son action. Sidney Poitier incarne depuis 15 ans des personnages exemplaires de noirs triomphant de l'hostilité ou de l'adversité. Graine de violence, l'homme qui tua la peur, la chaîne, le lys des champs, un coin de ciel bleu, Pressure Point, devine qui vient dîner, les anges, au poing serré, nous le montrent venant à bout de tous les obstacles avec une persévérante obstination et convainquant les esprits autour de lui par l'évidence de sa droiture et de ses mérites. Dans l'un de ses derniers films, For Love of Ivy, de Daniel Mann, encore inédit en France, il incarne pour la première fois un personnage douteux, impeccable employé qui mène une double vie, dirigeant la nuit une salle de jeux clandestine installée dans un camion géant. L'amour que lui porte une servante modèle, noire naturellement, le décide à rentrer dans le droit chemin. Pour l'amour d'Ivy, il abandonne son triste métier pour une activité parfaitement honnête. De quoi vous arracher des larmes. À un détour du dialogue, les amoureux sont sollicités de donner leur avis sur le Black Power. Ils refusent. La question ne sera pas posée. Cette question dont Sidney Poitier et ses producteurs hollywoodiens ne veulent pas entendre parler, d'autres se chargent de la clamer à haute voix, tous ceux qui se refusent à être des bons noirs, à rester plus longtemps les fidèles et obéissants sujets de Sa Majesté le Blanc. La case de l'oncle Tom a flambé dans l'incendie des ghettos noirs, et avec elle a disparu cet esprit de soumission silencieuse
qu'incarne le vieux serviteur noir de Dans la chaleur de la nuit, dernière silhouette d'un vaudeville qui est en train de tourner à la tragédie. L'espèce de mission dont s'est chargé Poitier dans un contexte purement mythologique, son camarade Harry Belafonte la démonte en 2 phrases lorsqu'il déclare « Aux États-Unis, les Noirs ont toujours été considérés comme des êtres à part. Ce sont toujours, en quelque sorte, les Noirs vus par les Blancs, les Noirs dans un monde peuplé en majorité de Blancs. Mon ami Sidney Poitier est un merveilleux acteur, mais il joue des rôles qui ont été conçus et écrits par des Blancs. C'est ça qui ne marche pas. Ce héros positif à la Poitier, les plus durs des contestataires noirs n'en veulent plus, même s'il est noir. Et l'on constate que les producteurs hollywoodiens risquent de s'attirer des ennuis au moment où ils commencent à s'intéresser, avec une apparente bonne volonté, au problème noir après l'avoir ignoré pendant des décennies. La bataille est menée par Ossie Davis et Godfrey Cambridge, tous 2 acteurs et membres influents de la nouvelle association pour la fin de la diffamation du peuple noir. Ils viennent de manifester l'opposition de leur association à un certain nombre de projets, ainsi qu'à la personne de Sidney Poitier. C'est ainsi qu'ils protestent contre l'adaptation projetée du best-seller de William Styron, Confession de Nat Turner, reconstitution romancée, d'une révolte d'esclaves en 1831, affirmant que Styron a assassiné l'esprit de Nat Turner, un des grands héros ethniques des Noirs américains, en faisant de lui un obsédé de visions de femmes blanches et un homosexuel. Il voit également d'un mauvais œil le fait que Poitier ait été pressenti pour le rôle principal d'un film sur Malcolm X, auquel travaille James Baldwin, et d'un film d'hommage au pasteur Martin Luther King. Le fait que Poitier ait si souvent incarné le bon nègre au service de la grande industrie hollywoodienne le rend suspect aux yeux de beaucoup de ses congénères. D'autre part, son peu d'activité dans le mouvement pour les droits civiques ne semble guère le désigner pour incarner le regretté combattant de la justice raciale. La révolte noire a réveillé les consciences et les intellectuels de couleur semblent très chatouilleux de l'image que l'écran va dorénavant donner de leur peuple. On peut s'attendre à d'autres déclarations d'ostracisme, mais aussi à des controverses entre Noirs eux-mêmes, étant donné la gamme des opinions entre réformistes et révolutionnaires. C'est ainsi que l'écrivain noir James Baldwin, rentré à Hollywood après un long séjour parisien pour écrire le script du film sur Malcolm X, ne semble pas afficher des opinions extrémistes. Ce ne sera pas, dit-il, une étude sur un fanatique du racisme noir, parce que Malcolm n'était pas un fanatique. Baldwin semble être d'accord pour que Poitier incarne le protagoniste, mais il ne veut pas que la réalisation soit confiée à un blanc, ce qui n'empêche pas les cinéastes blancs de continuer à réaliser des films sur les Noirs pour le compte de grandes compagnies, si bien qu'on annonce que le Nat Turner sera tourné par Norman Jewison, Canadien de naissance, que Sam Fuller prépare un brûlant pamphlet sur le racisme dans le Sud, intitulé « Explosion », tandis que Dassin met la dernière main à Uptight, film engagé, où l'on peut voir un remake du célèbre Mouchard de Ford, puisque des militants noirs y donnent la chasse à l'un des membres de leur groupe d'action directe qui vient de trahir. Bien entendu, la distribution est presque entièrement noire, ce qui est une nouveauté, tout comme la volonté délibérée d'attaquer les problèmes de front. Mais comme Hollywood semble décidé à jouer toutes les cartes à la fois, on apprend qu'un metteur en scène noir va réaliser son premier long-métrage pour une des majors, la Warner Bros. Seventh Arts. Gordon Parks va adapter son roman autobiographique, The Learning Tree, déjà traduit en 9 langues. Une page est tournée, définitivement. L'intégration est dépassée, le « bon nègre » est une mystification, la violence devient une étape nécessaire. Souvenez-vous du jeune noir de The Cool World qui envoie au diable son frère aîné, intellectuel parfaitement intégré, et se met en devoir de trouver une arme à feu. Il faut voir, dans le percutant Tell Me Lies de Peter Brook, la séquence où Stokely Carmichael, le leader du Black Power, explique d'une voix douce au libéral anglais, qui a horreur de la violence, comment une violence nouvelle et juste doit enfin répondre à une violence injuste qui dure depuis des siècles. En ce sens, la leçon de Dutchman est exemplaire. Le roi Jones étant proche du Black Power, les Noirs seront exterminés s'ils ne se résolvent pas à faire usage de la violence les premiers, tout comme le petit bourgeois noir non violent est assassiné par la putain blanche.
L'opinion moyenne n'en est pas encore à envisager de telles extrémités, et c'est elle que reflètent la plupart des films. Les Noirs y sont de plus en plus dépeints comme des hommes pareils aux autres, ni plus ni moins héros, ni plus ni moins martyrs. Dans l'incident, l'extrémiste noir, d'abord réjoui de voir les Blancs se déchirer entre eux, finit par baisser pavillon lui aussi devant le voyou qui terrorise le wagon de métro. Dans Le Prêteur sur gage, un des jeunes meurtriers du vieux juif est noir. D'ailleurs, dans le contexte de films fort discutables, ces deux cas ne laissent pas d'être assez gênants et de faire planer quelques doutes sur la pureté des intentions des scénaristes. Par ailleurs, avant que les Noirs puissent être des hommes comme les autres, des Américains à part entière, il faudra encore détruire quelques tabous. Celui du mariage interracial en est un, et s'il est vrai qu'il avait déjà été abordé dans l'attachant One Potato, Two Potato de Larry Pierce, il faut reconnaître que Devine qui vient dîner lui donne un retentissement plus vaste, encore que moins fort et moins fondé. Constatons donc qu'il serait assez injuste de condamner sans appel la mission à laquelle s'est voué Sidney Poitier, cela même si les conditions matérielles où le scénario place ce mariage lui enlèvent toute valeur exemplaire. L'argent aplanit bien les difficultés. Des hommes comme les autres, la négritude est-elle seulement une affaire de pigmentation, ou plutôt, d'abord et surtout, une malédiction économique, je veux dire dans le cadre des États-Unis? Dans ce cas, n'est-ce pas une erreur de considérer le problème noir en termes de race et pas en termes de classe? N'est-ce pas faire preuve d'un racisme inconscient de souhaiter que les Noirs, dans les films, ne soient ni héros ni martyrs, mais tout de même des hommes plutôt au-dessus de la moyenne, ni médiocres, ni vulgaires, ni lâches, ni voyous? Ce noir, comme les autres, Melvin Van Peebles l'a mis en scène récemment dans La Permission. Écrivain américain fixé à Paris depuis plusieurs années, il a voulu montrer les amours d'un noir américain et d'une jeune française, dans un contexte débarrassé de tout réflexe raciste. La déception ressentie devant le film vient justement du fait que les choses y paraissent trop simples, trop idylliques, consciemment ou non. On reproche à l'auteur d'avoir supprimé le problème, alors que lui veut montrer qu'être nègre n'est pas seulement un problème de survie, mais aussi une question de vie quotidienne. Ce faisant, il revendique le droit d'être ordinaire, ainsi qu'il l'a expliqué dans un texte savoureux. Toute mon enfance a été hantée par le cri « Melvin, ne fais pas ça, ça fait bamboula, courir dans la rue par exemple » ou « Melvin, il ne faut pas faire ça, tu as l'air d'un nègre ». À l'époque, j'étais à moitié dans le jeu et j'essayais de me défendre en disant que les Blancs en faisaient autant. Réponse qui me coûtait aussitôt une paire de baffes, et même si j'avais répondu, comme j'aurais dû, que j'étais noir, j'aurais reçu une paire de baffes aussi. Ce n'était pas une foule prête au lynchage qui me hurlait ça et qui me tirait les oreilles, c'était ma mère. Maintenant j'ai compris ce que ma mère voulait dire, qu'étant noir je n'avais pas le droit d'être ordinaire, que j'étais obligé d'être extra spécial bon. Je maintiens qu'un noir, écrivain ou personnage, a le droit de vivre sa vie. Un noir a le droit d'être un simple quidam, d'être bon ou mauvais, de rire, d'être solitaire. Bien sûr, il n'a pas le droit d'emprunter du pognon et de ne pas le rendre, plus que n'importe qui, mais tout autant. Il a le droit à toutes les faiblesses de la chair, comme son voisin. Il n'est ni obligé d'être d'une dignité spécialement exemplaire, ni d'être étourdissant sur une piste de danse. Il a le droit de vivre tout bêtement comme son voisin, humainement, sans renvoyer une image qui flatte qui que ce soit. Moi et mes personnages, nous réquisitionnerons notre droit à la vie comme nous l'entendons. On pourrait penser que Melvin Van Peebles est venu s'installer à Paris, justement pour pouvoir vivre sans être harcelé par le problème noir, mais ce serait supposer que ce problème se pose moins chez nous que dans les grandes villes du nord des États-Unis, ce qui n'est pas évident. Une fois encore, le vrai problème s'avère ne pas être celui de la couleur, mais celui du niveau de vie. Le travailleur portugais du bidonville de Nanterre n'a sans doute rien à envier à l'ouvrier noir des slums de Washington, et à partir d'un certain revenu, n'importe qui peut s'offrir ou se permettre n'importe quoi, la couleur ne fait plus rien à l'affaire. C'est sans doute dans cette perspective de dépassement du problème racial que Shirley Clarke a récemment brossé le portrait de Jason, c'est-à-dire une interview de 2 heures en style direct d'un noir américain, prostitué, drogué et alcoolique. L'homme ne laisse pas d'être étonnamment photogénique et séduisant, et l'alcool échauffe progressivement sa confession,
jusqu'aux plus audacieuses confidences. Le spectacle est, qu'on le veuille ou non, fascinant. Cependant, il y aurait de quoi être choqué. À l'heure où les Noirs luttent pour leurs droits, un cinéaste progressiste met en scène un héros négatif, et ce triste héros est un Noir. Est-ce politiquement juste, indépendamment de toute question morale? Non, sans aucun doute, mais il est évident que Shirley Clarke, qui avait déjà montré un Noir chef de gang dans The Cool World, sans parler des personnages de couleur dans The Connection, ne s'est pas posé cette question, ou plutôt que la réponse négative, qu'on peut à bon droit donner à cette question, ne l'a pas arrêtée. Je crois qu'elle a voulu tout simplement exorciser un fantôme, celui de ce racisme à rebours des libéraux qui estiment qu'on ne doit pas montrer un Noir qui ne fait pas entièrement honneur à sa race. La comparaison est intéressante avec ce qui s'est passé à propos des Indiens. 15 ans après le spectaculaire tournant pris par Hollywood et aboutissant à la réhabilitation progressiste de la race rouge, on peut constater que le cinéma se montre assez fair-play à l'égard d'un peuple qui fut longtemps présenté comme un ramassis d'égorgeurs et de pillards. Évidemment, la guerre indienne relève de l'histoire, alors que le problème noir est de la plus brûlante actualité. Mais il semble toutefois souhaitable de parvenir en ce domaine aussi à ce qu'on peut appeler une dédramatisation, même si le cinéma ou la littérature doit être en avance sur les événements de la rue. Un point de vue intéressant à ce propos a été exprimé par Christiane Rochefort dans sa postface au livre du romancier noir américain Chester Himes, Une affaire de viol, qui raconte, sous la forme d'un compte-rendu d'audience, le procès du viol d'une blanche. Les 4 hommes, qui sont en fait innocents, se contentent de nier en bloc ce qui leur est reproché, sans même tenter de s'expliquer, tant ils sont obnubilés par le choc en retour sur eux-mêmes des préjugés de la race blanche qui attribue toujours le crime d'un Noir, d'un seul, à sa race tout entière. Christiane Rochefort écrit donc au sujet de Chester Himes. Sa méthode dialectique est subtile. « Regardez-nous, dit-il aux Blancs. Nous sommes comme vous, nous avons même des défauts, nous sommes aussi ordinaires que vous. Et avec une patience de professeur pour enfants bornés, car nous le sommes, il nous répète qu'avec tous ces défauts, il y en a un toutefois qui n'en est pas, c'est la couleur de la peau. Ainsi, les Noirs et les gens de couleur, étant des victimes traditionnelles et privilégiées d'une société et d'un mode de vie organisé par les Blancs, qui en profitent les premiers, c'est être aveugle ou de mauvaise foi que d'exiger qu'ils soient parfaits, bien qu'ils soient des victimes, racisme délibéré de droite, ou justement parce qu'ils en sont, racisme involontaire de gauche. Malheureusement, il est certain que le problème noir est d'une actualité trop dramatique pour que cinéastes et écrivains aient l'envie et la volonté de prendre par rapport à lui un recul dialectique qui risquerait de se retourner contre la cause qu'ils entendent servir. Dans des cas isolés, tel Portrait of Jason, l'honnêteté du film se mesure à celle de l'auteur, comme c'est le cas de beaucoup de films de cinéma vérité. Ce recul est peut-être possible à des cinéastes blancs et à plus forte raison étrangers, encore qu'ils puissent craindre de trahir d'autant plus qu'ils ne sont pas directement dans le coup. On attend avec curiosité le film qu'Agnès Varda a tourné cet été à Los Angeles sur l'organisation extrémiste des Black Panthers. Quant aux nombreux films que de jeunes Noirs sont en mesure de réaliser sur leurs propres problèmes, depuis que des organisations libérales ont préféré leur fournir une caméra plutôt que de les voir brandir un revolver, on les attend, évidemment, avec une curiosité encore plus vive. Nous voici évidemment bien loin des habiletés séduisantes de Sidney Poitier. On peut penser que, tout en jouant le jeu de la grande industrie, son rôle de chevalier sans peur et sans reproche de la race noire n'est ni négligeable ni méprisable dans la mesure où il joue le jeu du grand public et où il le fait de bonne foi. Mais il est non moins certain que cette étape, sans nul doute nécessaire, doit être dépassée et faire place à des œuvres plus fortes ou plus subtiles, c'est-à-dire à la fois plus polémiques et plus dialectiques, en tout cas plus authentiques. Fin de la lecture de ce texte percutant et d'une profonde sincérité, écrit par le critique de cinéma Marcel Martin et publié dans le numéro spécial USA de Cinéma 69 en janvier 1969.